Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Parmi les associations laïques, il y en a de très anciennes. Il y en a une qui fête cette année ses 150 ans d'existence, c'est la Ligue de l'enseignement. Nous allons, au cours de notre émission d'aujourd'hui, évoquer l'histoire et les projets de la Ligue de l'enseignement. Et pour en parler, j'ai deux invités. Guy Vlaminck, vous êtes l'ancien président de la Ligue de l'enseignement, vous êtes un enseignant vous-même à la base, et Roland Perceval, vous êtes aussi un enseignant, et vous êtes l'actuel président de la Ligue de l'enseignement. Alors 150 ans d'existence, c'est presque l'histoire de la Belgique. Comment les choses se sont-elles mises en place? Ah, c'est effectivement une longue histoire. En fait, elle naît en 1864 dans une Belgique qui est politiquement polarisée. Hein. C'est très clair. Catholiques libéraux. Voilà, pour faire court. Autrement dit, libéraux, je dirais des progressistes. Et des libres penseurs. En fait, des libres penseurs. Alors, pourquoi est-ce que la Ligue se crée à ce moment-là, en 1864? Parce que l'enseignement, et particulièrement l'enseignement primaire, vit sous une loi, qui est la loi de 1842, qui a été prise par les catholiques, en fait, en réalité, et qui est une loi qui confessionnalise littéralement les écoles publiques. Alors, pour se remettre, pour voir un petit peu comment on en est arrivé là, en fait, il faut remonter au XVIIIe siècle. En 1784, en Hollande, se crée une association qui s'appelle la Maatschappij tot nut van het algemeen, c'est-à-dire en fait une association de service public pour le bien général. Et cette association s'est donnée pour but de faire dans les Pays-Bas un enseignement de qualité, de même d'ailleurs que des manuels scolaires, des choses de qualité. Et ils y réussissent. Et cet enseignement va percoler finalement dans la Belgique, qui n'est pas encore la Belgique, qui fait partie des Pays-Bas. Qui est en constitution, voilà. Qui va se faire. Et puis, finalement, le problème provient d'où on ne l'attendait peut-être pas, c'est-à-dire la Constitution belge de 1831. En fait, la Constitution, dans son article 17 de l'époque, qui est devenu maintenant l'article 24, dit que l'enseignement, hein, l'instruction, est libre et que toute mesure préventive est interdite. Ça veut donc dire en termes clairs que tout qui veut créer un enseignement peut le faire. Peut le faire. Et évidemment, cela va être compris par des majorités catholiques, dans beaucoup de communes notamment, à ce que, eh bien, on s'arrange pour supprimer l'enseignement public et faire des écoles, pas confessionnelles, mais avec une influence catholique voilà. marquante, parce que dans exactement. les conseils communaux de l'époque, il y a beaucoup de catholiques. Voilà, exactement. Un chiffre dit bien, hein, il y avait à peu près 4000 écoles à l'époque, il en reste 2000 après cette attaque vraiment de plein fouet. Et donc, on est dans une période difficile, il n'y a, et ce qui est très dommageable, il n'y a pas de loi organique à l'époque. Et donc, jusqu'à la loi de 1842, on fonctionne dans le flou absolu. C'est-à-dire pas de loi organique, donc pas d'enseignants qui sont formés pour donner cours, et donc on donne... Pas de titre requis, comme on dit oui, aujourd'hui. pour parler en termes modernes, pas de titre requis, tout qui veut enseigner enseigne, donc on a des enseignants qui n'ont aucune expérience. Oui, et qui viennent des milieux cléricaux. Évidemment. Hein, et je ne parle pas des bâtiments qui n'existent pas, on donne cours dans des arrières salles de café. Voilà, ou des appartements peu chauffés ou mal chauffés, etc. Et donc l'enseignement se trouve dans une situation très difficile. En 1842, on prend la loi. Cette loi va perdurer avec une influence catholique claire, l'obligation de suivre des cours de religion, alors qu'en Hollande ou aux Pays-Bas, ce que la Maatschappij avait mis en place était un enseignement neutre et laïque. Pas du tout en Belgique, bien que ce soit de l'enseignement public, la mainmise est forte. Donc, d'où réaction des libres penseurs, voilà, bien sûr, qui exactement. veulent lutter contre cette situation. Alors, venons-en à la création des gens éclairés de l'époque, qui s'étaient déjà constitués en association et créé une association qui s'appelait la Libre Pensée, vont réfléchir et dire mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et à l'occasion d'un voyage à Amsterdam, deux personnages importants.
L'un, Charles Buls, et l'autre, Auguste Couvreur, vont aller à un congrès de sciences sociales. Et là, ils vont découvrir véritablement le travail de la fameuse Maatschappij. Et ils se sont dit, en revenant en Belgique, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le 26 décembre 1864, à l'hôtel du Grand Miroir à Bruxelles, qui était un hôtel célèbre, qui a été malheureusement, comme beaucoup d'hôtels et de bâtiments de cette époque, détruit en 1960. Ça se trouvait rue de la Montagne, maintenant il y a la maison des notaires. Dans cet hôtel, qui, petite anecdote, au même moment où va se créer la Ligue, il y a un célèbre client de cet hôtel, c'est Charles Baudelaire, qui est exactement là. Bon. Et puis il va avoir Les amateurs de poésie apprécient. Voilà, exactement. Mais enfin, son séjour fut très catastrophique à Bruxelles. Et donc, ce soir-là, le 26 décembre 1864, Charles Buls, qui est un jeune orfèvre bruxellois, ce n'est pas un enseignant, fait une causerie et dit clairement qu'il va fonder une ligue de l'enseignement. Et il y a à cette époque-là 13 membres fondateurs. Dans ces 13 membres fondateurs, la plupart sont des gens qui proviennent de l'enseignement. Notamment, il y a le recteur de l'ULB, Jules Tarlier. Et, faut-il le dire, la plupart sont membres de loges. La franc-maçonnerie a joué évidemment un grand rôle là-dedans. Et essentiellement de 2 loges bruxelloises, les vrais amis de l'Union et du Progrès réunis et les amis philanthropes. Et cette ligue va très rapidement plutôt se développer, jusqu'à compter très rapidement après à peu près 4000 membres. Et le but avéré était très clair, c'était d'abolir la loi de 1842, la modifier, et évidemment apporter une aide et un enseignement qui soit de plus en plus valable dans une Belgique nécessaire. Et cela va pouvoir se faire à un moment où, pour la première fois depuis longtemps, les élections vont amener les libéraux au pouvoir. Et lorsque, en 1879, les libéraux arrivent au pouvoir, ils vont faire 2 choses. Enfin, une chose d'abord, ils vont créer un ministère de l'instruction publique qui n'existait pas avant, et ils vont évidemment œuvrer pour modifier la loi de 1842. Et ça, c'est le ministère c'était le gouvernement de Walter Frère-Orban, et le ministre, c'est Pierre Van Humbeek. Et là, La loi Van Humbeek va un peu changer les choses, Guy Vlaminck. On va en tout cas tenter de changer les choses. Van Humbeek est un personnage de son siècle. Il naît en 1829, la veille de la création de l'État belge. C'est un docteur en droit, c'est un juriste, brillant juriste, puisque plusieurs fois bâtonnier de l'ordre au barreau de Bruxelles. C'est aussi un militant politique engagé, il est libéral et occupe des postes importants au sein de ce jeune parti libéral, membre actif de la Ligue de l'enseignement et totalement imprégné des idées qui sont propres à Pierre Tempels et qui mettent surtout en avant cette volonté de vouloir émanciper le peuple au travers de l'école et de la fréquentation de l'école. Il faut dire qu'il y a en arrière-pensée de tout ça aussi cette volonté de vouloir établir le suffrage universel, donc de rendre les gens indépendants, les gens susceptibles de poser des choix. Il faut les éclairer, il faut pour ça qu'ils aient des contacts avec la réalité des choses. Qu'ils soient instruits. Pierre Van Humbeek entre donc dans ce gouvernement à majorité absolue libérale avec Walter Frère-Orban en 1878. Il met 1 an pour rédiger sa loi, qui est publiée en juillet 79. Cette loi qui ne va pas être fondamentalement révolutionnaire. Elle reprend d'ailleurs des vestiges de la loi de 42. Elle va notamment rappeler que chaque commune a le devoir d'entretenir une école. La seule différence, c'est que jadis, un pouvoir public communal pouvait tout simplement adopter une école, fût-ce une école confessionnelle, et la subventionner. Ici, il est dit clairement que l'école qui est subventionnée par la commune doit être une école laïque, publique, neutre et publique.
Donc les choses deviennent tout à fait claires. Mais il y a un lien aussi dans l'histoire entre la Ligue de l'enseignement et ce qu'on a appelé l'école modèle, qui est un projet pédagogique, celui-là. Qui reviendra. Mais avant de parler de l'école modèle, je crois qu'il y a encore deux choses qu'il faut essayer de souligner, parce qu'elles sont encore d'actualité, et qui apparaissent dans la loi de Van Humbeek, et qui sont toujours des problèmes irrésolus aujourd'hui. Le premier de ces problèmes, c'est la volonté de Van Humbeek de professionnaliser l'enseignement, d'avoir des gens diplômés. Qui ait des titres requis pour... Et qui ait des titres requis. Et aujourd'hui encore, on parle de titres requis, et on n'a toujours pas décrété en la matière. Et deuxième particularité, il décrète que tous les élèves des écoles publiques auront un seul cours d'orientation philosophique qui est un cours de morale, et on ne donne pas d'adjectif particulier à ce cours, c'est un cours de morale, sans pour autant exclure le cours de religion, qui peut se donner en dehors du cadre horaire de l'école, dans les locaux de l'école et sous la direction du ministre du culte. Ça, en fait, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. C'est ce qui revient à la surface aujourd'hui. Oui, et ce qui n'était pas dans la loi de 42, parce que la loi de 42, il n'y avait qu'un seul cours, c'était le cours de religion, et rien d'autre. Et ce que le pacte scolaire ne reconnaît pas. Le pacte scolaire prendra encore un tout autre tournant. On en reparlera vraisemblablement, parce qu'il est impossible de parler de la vie de la Ligue sans aborder le problème justement particulier. vous demander, au fond, la Ligue, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? On a parlé un peu d'histoire. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Quelles sont ses activités principales de nos jours? Roland Perceval. Ces activités sont d'abord, évidemment, et ça n'apparaît pas dans le titre, mais essentiellement, nous faisons beaucoup d'éducation permanente. Parce que c'était déjà dans l'idée des fondateurs qu'il fallait éduquer le peuple, il fallait éduquer. Donc, on fait de l'éducation permanente, nous avons des publications importantes, et puis nous continuons à nous battre pour, effectivement, arriver à ce qui serait pour nous notre idéal, c'est-à-dire un réseau unique d'enseignement. Donc, ne plus avoir tous les réseaux que nous avons actuellement. Je dirais à titre pas seulement personnel, mais bon, c'est une question qui est fortement débattue, et notamment dans un organisme dont la Ligue fait partie, c'est-à-dire le CEDEP, donc le Centre d'études et de défense de l'école publique, où nous luttons pour la suppression des cours de religion, ou en tout cas plus l'obligation de les suivre, les cours philosophiques, et d'arriver à quelque chose d'autre. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir un petit peu à l'école modèle, parce que l'école modèle est quand même quelque chose qui est une des fondations importantes de la Ligue, qui a duré relativement peu de temps, mais qui a imprimé à notre pédagogie, encore aujourd'hui, des marques indélébiles. En fait, c'est sous l'impulsion de Charles Buls et à l'aide d'un grand pédagogue qui n'était pas membre fondateur parce qu'il était trop jeune pour l'être à cette époque-là, c'est Alexis Leuss. D'ailleurs, Alexis Leuss, on en parlera tout à l'heure, probablement, sera au centre de la célébration de 150 ans. Et donc, Alexis Leuss va mettre en pratique au sein de cette école modèle, qui se trouvait à l'époque boulevard du Hainaut, qui est maintenant le boulevard Maurice Lemonnier. On voit encore au fronton de Charles Buls, c'est l'école modèle. Voilà, et au-dessus, Ligue de l'enseignement. Et donc, en fait, Alexis Leuss va mettre sur pied une pédagogie autre que celle qui était avant, c'est-à-dire finalement une pédagogie livresque, du par cœur et rien que du par cœur. Un petit peu scolastique dans voilà, son esprit. Exactement. Il va mettre au point ce qu'on a appelé la méthode intuitive active, se basant d'ailleurs sur les idées d'un grand pédagogue du passé qui était Comenius. Et donc, il va littéralement donner à l'enseignement quelque chose qui est important, c'est-à-dire faire participer l'élève à sa propre instruction, notamment en allant sur le terrain. Il ne faut pas oublier que Alexis Leuss a mis sur pied et au point des techniques ou des cours comme l'éducation physique. Ça n'existait pas avant. C'est lui qui a mis ça sur pied. Même ça a incorporé ça, non? Voilà, exactement. Les excursions. Les voyages scolaires. Bon, pourquoi parler de quelque chose de manière livresque sans aller voir sur le terrain? On parle du milieu marin allant à la mer, on fait des collectes, les herbiers, etc. Les musées scolaires, dont on parle encore maintenant. Donc voilà, toute une série de choses. Et cette école modèle va subsister pendant un certain nombre d'années. Finalement, elle disparaîtra. Elle était connue internationalement. Il y avait des tas de gens qui venaient visiter l'école pour voir comment on mettait en place ce type d'enseignement. Et elle va s'arrêter à un moment donné et va se transformer dans les bâtiments qui sont là en une école normale, dont d'ailleurs Sleuil sera le directeur.
qui est maintenant, aujourd'hui, la catégorie pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer, mais que beaucoup d'anciens encore appellent l'École normale Charles Bulls. Et il était logique que cela s'appelle Charles Bulls, parce que ça a été vraiment une cheville ouvrière de tout cela. Je voudrais revenir sur la notion d'école ou de réseau unique. Nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de réseaux qui coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas, semble-t-il, très efficaces. Alors quel est votre projet à la Ligue de l'enseignement pour réaliser un meilleur enseignement pour nos élèves et pour les parents, un enseignement qui coûte beaucoup moins cher? Guy Vamang. L'aspect économique est évidemment tout à fait perceptible par chacun d'entre nous. Ah oui, c'est quand on voit sait sa très bien feuille que ça d'impôt, on a tout de coûte suite cher compris. et qu'il y a des doubles emplois qui pourraient être Bien évités, sûr. ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais on ne peut Il pas faudrait parler de ce revoir le- problème d'existence Oui. de réseau sans parler du pacte Ben oui, il scolaire faut de revoir le 1958. pacte. Oui. En 1958, on fait un cliché en quelque sorte de la situation en reconnaissant des droits aux uns, aux autres, et des devoirs, on en parle moins. On Mais était surtout dans les des 30 droits. glorieuses en 58, on avait beaucoup de moyens. Et puis, il y avait eu l'Expo de 58 qui avait montré que pour rester dans les nations qui étaient les nations modernes, ben, il fallait absolument investir dans un certain nombre de domaines, dont l'éducation. Donc, tout le monde accepte de faire de gros efforts financiers à cet égard, mais le problème, c'est qu'on va reconnaître des possibilités multiples de subventions à un enseignement qui, jusqu'à présent, était virtuellement indépendant, autonome et confessionnel. Et on va reconnaître un certain nombre de devoirs à l'enseignement officiel, notamment celui de s'ouvrir à l'ensemble des religions reconnues, qui à l'époque n'étaient grosso modo que deux. Il n'y avait jamais que la religion catholique et la morale non confessionnelle, et qui aujourd'hui sont au nombre de 5. Donc Oui. ça pose quelques problèmes supplémentaires. Et nous ne sommes pas encore au bout du tunnel, puisqu'on parle de reconnaître encore certaines autres religions supplémentaires, ce qui va créer une impossibilité pour les charger d'horaires en début d'année, mais c'est un problème annexe. La situation actuelle n'est plus celle-là, en ce sens que pour pouvoir obtenir de subventions aujourd'hui, il faut avoir des élèves. Pour pouvoir avoir des élèves, il faut se montrer évidemment très ouvert, ce qui veut dire que l'école catholique de jadis, qui était véritablement axée, centrée sur la religion et le passage du message évangélique, aujourd'hui devient beaucoup plus évanescent, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, et que nous avons des écoles qui portent encore toujours un intitulé de catholique et qui est fréquentée par une majorité de croyants d'une autre religion. Oui, mais qui n'enseignent pas ces autres religions. Dans les écoles catholiques, il y a absolument. toujours le message de la religion catholique, même s'il est Absolument. dispensé à des jeunes juifs, de jeunes musulmans, de jeunes protestants. Je n'y suis pas, je ne sais pas savoir ce qui s'y passe, et comme il y a toujours un Vous n'avez certain pas quelques secret petites sur les... informations Non, il y de a quelques- derrière? Il y a quelques secrets qui planent ainsi, puisqu'il Oui. faut bien savoir que ces cours sont évidemment totalement entre les mains du responsable du culte, et Bien que le sûr, pouvoir bien public sûr. n'a rien à y voir, si ce n'est à nommer celui que le chef de culte propose. Bien sûr. Donc, quelque part, c'est pas trop ce qui s'y passe. Quand on dit effectivement que ce cours de religion et que la population de ces écoles a largement dépassé le simple attachement aux valeurs évangéliques traditionnelles, on nous dit volontiers, mais le cours de religion, c'est beaucoup ouvert, parle d'autre chose. En fait, quand on regarde d'un peu près et qu'on voit le programme de ces cours de religion, il y a moyen de se tromper. On croit lire à un certain moment un programme de cours de morale non confessionnelle. Il y a des ressemblances qui sont frappantes. Donc on peut se demander si les clivages de 1958 se justifient encore aujourd'hui sur le plan Mais des pratiquement, est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que politiquement, par exemple, dans la situation de la Belgique d'aujourd'hui, il y a une progression vers l'idée d'un réseau unique où les cours de religion seraient dispensés, mais à titre de cours à option, et où, bien sûr, il y aurait un enseignement à la citoyenneté, qu'on pourrait appeler l'enseignement moral à la citoyenneté ou cours de philosophie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui serait à destination, lui, de tous les élèves, ce cours-là. Oui. Si je peux me permettre Oui, oui, une chose, c'est vous en que, prie. évidemment, il y a un obstacle majeur à cette idée. C'est ce qui est écrit dans la Constitution aujourd'hui, Bien sûr. et qui reconnaît les réseaux. Et ça se l'existence des change, la réseaux. Constitution. Ça peut changer, mais c'est lent. Oui. Aujourd'hui, la réalité devrait pousser vers des convergences très claires. L'ensemble des écoles, quel que soit le réseau dont elles relèvent, se heurtent au même type de problème. Les jeunes sont les jeunes d'aujourd'hui, quelle que soit l'école qu'ils fréquentent.
les solutions qu'on apporte sont encore théoriquement différentes d'après le réseau dans lequel on se trouve. Mais dans la réalité, ce n'est plus le cas. Si on arrivait à reconnaître ça, il devient possible, effectivement, peut-être, de travailler ensemble, moyennant des recherches d'un peu plus d'autonomie dans le chef de certaines écoles qui, aujourd'hui, relèvent de pouvoirs publics un peu plus contraignants, à côté peut-être d'un peu plus de rigueur dans des écoles qui se disent libres et qui voudraient bien exercer cette liberté partout. Et c'est d'ailleurs l'évolution que l'on constate dans les décrets où on impose aujourd'hui des missions identiques à tout le monde, des critères de nomination de chef d'établissement qui sont valables pour tous. De plus en plus, ça s'uniformise et quelque part, on se dit que tout doucement, on avance vers des passerelles qui, jadis, étaient totalement impensables. Mais cette passerelle ne pourrait se faire que si il y a une volonté politique. Il n'y a rien à faire. Hein. Et donc, je dirais que là, il y a quand même un idéal à atteindre, mais qu'il n'est pas, on n'est pas encore, hein, quand on entend certains partis, que je ne nommerai pas, mais quand on entend leur position, ce n'est pas toujours évident. En ce qui concerne les cours philosophiques, la position de la Ligue, comme d'ailleurs celle du CEDEP, est très claire. Hein. Guy parlait de la Constitution. La Constitution dit clairement que les pouvoirs organisateurs sont obligés d'organiser les cours. Nulle part dans la Constitution. Il est dit que les élèves doivent les suivre. Et donc l'idée de base, ce serait que ces cours deviennent un peu... à option. À option, hein, comme ça se fait en Flandre. Mais est-ce la solution ? Le combat, il est là. Hein. Au bénéfice d'ailleurs d'un cours dont tout le monde reconnaît l'utilité aujourd'hui, qui serait un cours de citoyenneté, de civisme et de philosophie. Voilà. Et d'approche des religions, dans leurs différences ou dans leur ressort. C'est d'ailleurs ce que la ministre du parti du CDH, disons-le, Mme Simonet, a entraîné de par sa modification du tronc commun. Hein, lorsqu'elle a parlé du tronc commun au niveau des cours philosophiques, elle a entraîné automatiquement la réflexion sur ce domaine. Peut-être sans le vouloir. Aborder une autre question, c'est la question des festivités. Hein. 150 ans, ça se fête. Bien Alors sûr. vous avez prévu plusieurs activités. Oui. Expliquez-nous lesquelles relèvent personnelles. Alors, eh bien, les activités sont nombreuses. Là, je dirais d'abord, il y a, comme dans toute célébration, il y aura une séance académique. Une séance académique qui aura lieu le 8 octobre dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville, où il y aura des orateurs de renom qui parleront. Le 29 novembre, à l'ULB, aura lieu un colloque qui d'ailleurs se fait en collaboration avec la pensée et les hommes, et où nous aurons en fait un thème qui est très simple, et Guy en a déjà un petit peu parlé, c'est 150 ans d'existence de la Ligue, 55 ans de pratique du pacte scolaire, hein, puisque c'est bien, on sera à ce moment-là aux 55 ans du pacte scolaire. Et nous avons là des intervenants importants, j'en cite quelques-uns comme ça, il y aura Hervé Asquin, il y aura Marc Uttendal, il y aura Robert Deschamps, il y aura, aide-moi, qui ira encore Anne Van Acht. Donc, oui, au fond, des gens qui sont vraiment de bons connaisseurs des matières de l'enseignement, Asquin, ancien ministre, etc. Voilà. Marc Uttendal qui a plaidé justement sur la question de la reconnaissance de cette option des cours de religion par rapport à la Constitution. J'imagine que c'est de ça qu'il parlera. Bien sûr. Alors, nous aurons une publication sous forme de 2 volumes. L'un, donc nous allons mettre en exergue la personnalité d'Alexis Leuss. Oui. Et en fait, Alexis Leuss la Ligue de l'enseignement avait publié les mémoires d'un pédagogue d'Alexis Leuss à cette époque-là. Nous allons la rééditer, un texte assez amusant dans certains points et intéressant de l'autre, et une étude critique de cela, Alexis Leuss et son époque, avec les relations de la pédagogie d'Alexis avec les grands de l'époque, que ce soit des pédagogues, que ce soit... Ovide de Crolly, etc. Voilà, oui. etc. Nous aurons une journée de l'éducation permanente, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'éducation permanente est une des grosses actions de la Ligue de l'enseignement. Qu'allez-vous faire lors de cette journée d'éducation permanente ? En fait, ce sera un peu sous forme d'abord conférences et débats l'après-midi sous forme d'ateliers, où nous allons faire intervenir à la fois des gens de l'éducation permanente, mais aussi des acteurs, parce qu'il faut savoir que nous avons beaucoup
de gens qui viennent suivre nos formations et qui sont demandeurs de toute une série de choses. Et on va les faire participer à ces ateliers l'après-midi. La date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Et alors, la dernière chose, moyennant, il y a encore des petites publications, des articles à gauche, à droite, mais il y aura également l'élaboration, nous sommes occupés à y travailler, d'un musée virtuel. Qu'est-ce que c'est qu'un musée virtuel? Alors, j'explique. En fait, l'idée de base, au départ, nous voulions faire une exposition. Lorsque nous en avons parlé avec ceux qui ont, parce que nous avons pas mal d'archives, mais nous travaillons aussi avec les archives de la ville de Bruxelles, ils nous avaient parlé d'une exposition itinérante, pour aller dans les établissements scolaires, éventuellement dans les maisons de la laïcité. Et puis en discutant notamment avec une responsable, elle nous a dit, voilà, donc une exposition itinérante, ça n'est pas évident, il faut du personnel. Et nous avons imaginé de faire non pas une exposition virtuelle, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve sur le net, en relation avec notre site, mais un musée, c'est-à-dire qui puisse être alimenté dans le temps, pas seulement au moment du 550e, de différents éléments, soit historiques, soit pédagogiques, soit autres, en rapport toujours avec l'enseignement officiel, bien entendu. Eh bien, vous avez une grande histoire, vous avez aussi de grands projets. Je vous remercie. Nous reparlerons de chacune de ces activités dans des émissions plus courtes de La Pensée les Hommes, pour les rappeler aux personnes qui nous suivent. Je vous remercie Guy Vlaminck, je vous remercie Roland Perceval pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.